Dans chaque famille, il y a des personnalités uniques, des personnes qui ne rentrent pas dans les cadres habituels. Parfois, cela crée une certaine tension au sein de la famille, car tous ne sont pas prêts à accepter quelqu'un qui est différent de la majorité. Et notre histoire d'aujourd'hui est un exemple frappant de la façon dont une personne peut influencer la vie de tous ses proches en les forçant à voir les choses habituelles d'une manière complètement différente. Tôt le matin du 26 décembre 2007, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Judy Anderson n'est pas apparue pour la première fois à son poste, au bureau de poste. Son amie et collègue de longue date, Linda, s'est inquiétée. En toutes ces années de travail, Judy n'avait jamais manqué un service sans préavis. Vers 9 heures du matin, Linda a décidé, avec l'approbation de ses supérieurs, de rendre visite à la famille Anderson. Quand elle est arrivée à leur maison, elle a remarqué des choses étranges. Les voitures étaient à leur place, mais la maison était inhabituellement silencieuse et sombre, comme si personne n'était là. Quand Linda s'est approchée de la porte d'entrée, elle a essayé de frapper. Il n'y a pas eu de réponse. Elle a essayé d'appeler, mais les téléphones sont restés silencieux. Quand la femme a frappé plus fort, elle a découvert que la porte n'était pas verrouillée. Cela lui a semblé très étrange pour une maison qui semblait vide à première vue. Une fois à l'intérieur, Linda a immédiatement perçu une odeur inhabituelle et inquiétante. Elle a commencé à appeler les habitants de la maison, mais la maison a gardé son silence. En passant près de la cave, la femme a remarqué quelque chose d'inhabituel au pied de l'escalier. Quand elle est descendue dans la pénombre de la cave, elle a vu un homme allongé. Au début, elle a pensé à une intoxication au monoxyde de carbone et a voulu aider, mais quand elle s'est approchée, elle a réalisé la gravité de la situation. Dans l'obscurité de la cave, elle a pu distinguer qu'il y avait plus de personnes là. Linda n'avait pas de téléphone portable. Avec des mains tremblantes, elle a composé le 911 depuis le téléphone fixe des Anderson. Elle a signalé l'incident. Les officiers sont arrivés vers 9h30 du matin et ont déterminé que la situation était beaucoup plus grave que ce que Linda avait soupçonné. Dans la cave se trouvait Scott avec sa femme et leurs 2 enfants. Dans la grange, on a trouvé les Anderson plus âgés, Judy et Wayne. Cet incident a secoué la ville tranquille de Carnation dans l'État de Washington, où normalement seules de petites infractions se produisaient. Vers 11h du matin, alors que les spécialistes travaillaient sur place, Michelle, la fille de Judy et Wayne, est apparue avec son petit ami Joseph. Ils se rendaient à leur caravane. Les enquêteurs voulaient naturellement leur parler. Les enquêteurs sont immédiatement devenus méfiants en raison du comportement inhabituel des jeunes gens. Le terrain de la ferme était bouclé par les forces de l'ordre, ce qui indiquait un incident grave. Du ruban de délimitation était visible partout, mais curieusement, ni Michel ni son compagnon Joseph ne montraient d'inquiétude. Ils ne posaient aucune question sur les événements survenus sur la propriété des parents et ne montraient aucun intérêt pour le sort de leurs proches, comme si tout cela ne les concernait pas. Ce comportement inhabituel a rendu les enquêteurs méfiants. Michel et Joseph, tous deux âgés de 29 ans, ont été invités au poste pour interrogatoire, où il a été décidé de les interroger séparément. Michel s'est montrée provocante et sûre d'elle dès les premières minutes de la conversation. Selon sa version, elle et Joseph étaient partis pour Las Vegas le 24 décembre pour se marier. C'est pourquoi ils n'étaient pas à la maison pendant le moment critique. Elle a affirmé qu'il ne savait rien des événements. Cependant, le couple n'avait ni alliance ni document de mariage. Michel a expliqué cela en disant qu'il s'était perdu, n'avait pas pu atteindre Las Vegas et avait décidé de faire demi-tour. À leur retour, dit-elle, ils ont trouvé la police. Joseph, quant à lui,
semblait visiblement perturbé et n'a bientôt plus supporté la tension. Il a été le premier à avouer l'acte et à montrer un sincère remords. Joseph n'a pas pu retenir ses larmes et s'est décrit comme une personne horrible. Michel a résisté plus longtemps, mais a plus tard également admis sa participation à l'incident. Le couple a accepté d'aider dans l'enquête. Le plus important était de trouver des preuves significatives. Les jeunes gens ont montré l'endroit où ils avaient caché 2 objets liés au crime. Après l'incident, ils avaient éliminé les preuves en les jetant dans la rivière qui coulait près de la ville. Le couple a conduit les enquêteurs à l'endroit exact et les recherches ont commencé. Une équipe de plongeurs a trouvé des preuves matérielles importantes qui ont ensuite été envoyées pour analyse. L'expertise a confirmé le lien entre ce qui a été trouvé et l'incident où 6 personnes ont été blessées. L'histoire de cette famille a commencé bien avant la tragédie. Wayne Anderson, 60 ans, travaillait comme ingénieur chez Boeing. Il a grandi dans une ferme, dans une famille complète. Wayne se distinguait par sa détermination, aspirait à une bonne éducation et une carrière réussie. Ses rêves ont commencé à se réaliser assez rapidement. Wayne travaillait dur et ne négligeait pas sa vie personnelle. La première relation s'est avérée infructueuse et s'est terminée rapidement. Puis Judy est entrée dans sa vie, qu'il considérait comme son âme sœur. Ensemble, ils ont fondé une famille merveilleuse dont ils étaient tous deux sincèrement fiers. Jusqu'en 2007, leur mariage durait déjà 31 ans. Les époux menaient une vie équilibrée dans leur ferme. Judy Anderson, 60 ans, travaillait à la poste. Depuis sa jeunesse, elle rêvait d'avoir une famille stable et des enfants. La rencontre avec Wayne l'a aidé à réaliser ses rêves. La maison des Anderson a toujours été un point d'attraction pour les voisins. On y organisait souvent des réunions festives et des barbecues. Décembre 2007 devait être une autre occasion de se réunir convivialement. En 3 décennies de mariage, la famille Anderson avait eu 3 enfants, Mary, Scott et Michelle. L'aînée, Mary, s'était déjà établie à North Bend à cette époque. Elle vivait principalement concentrée sur son développement professionnel. À cette période, elle était malade et prévoyait de rendre visite à sa famille plus tard, quand elle irait mieux. L'enfant du milieu, Scott, âgé de 32 ans, avait fondé une famille stable avec Erika, âgée de 30 ans. Ils élevaient 2 enfants, Olivia, 5 ans, et Nathan, 3 ans. Scott habitait à une demi-heure de la maison familiale et conjuguait avec succès sa carrière d'ouvrier du bâtiment avec son rôle de père attentionné, tandis qu'Erika rendait leur foyer confortable. La plus jeune, Michelle, 29 ans, s'est toujours démarquée par son caractère particulier. Depuis l'école, elle était considérée comme difficile et entrait souvent en conflit avec les autres. Sa vie professionnelle n'allait pas bien, et parmi les connaissances de la famille circulaient des conversations sur son comportement compliqué. Mais sa famille ne lui a pas tourné le dos. Son frère et sa sœur lui pardonnaient son caractère, et ses parents croyaient en un meilleur avenir pour leur fille. La vie privée de Michelle n'était pas non plus simple. Sa dernière relation avec Joseph McEnroe, 29 ans, a duré environ 5 ans. Après s'être rencontrés en ligne, ils ont commencé une relation à distance et ont plus tard emménagé ensemble. En raison d'un manque d'éducation et d'un revenu instable, le couple a dû vivre dans une caravane. C'était leur seule option de logement abordable en 2004. Les voisins ont remarqué le comportement inhabituel du couple. Ils quittaient rarement leur caravane et évitèrent les contacts. Même une simple conversation semblait leur causer de l'inconfort. La moindre chose, comme une voiture mal garée près de leur maison, pouvait déclencher une réaction violente. Les crises émotionnelles de Michelle étaient particulièrement inquiétantes pour l'entourage. Des témoins ont rapporté des cas où elle tombait dans un état de forte agitation sans raison apparente
et se calmait ensuite soudainement. Des connaissances lui ont conseillé de chercher l'aide professionnelle d'un expert en santé mentale. Michel parlait constamment de sujets financiers dans ses relations avec les étrangers. Elle inventait des histoires compliquées sur la richesse familiale qu'elle ne pouvait prétendument pas utiliser pour diverses raisons. L'apparence extérieure du couple suscitait des sentiments mitigés chez les gens. Les gens les décrivaient comme des personnalités apathiques et négligées, sans ambition. Leur négligence extérieure et leur désordre amenaient souvent les autres à garder leur distance. Dans leur relation, Michel occupait clairement la position dominante. Elle contrôlait complètement le comportement de Joseph et parlait même pour lui. Elle se présentait comme quelqu'un de spécial par rapport à la famille Anderson et soulignait constamment son exceptionnalité malgré son mode de vie actuel. Ce comportement créait des tensions dans les relations familiales. Michel fantasmait sur la richesse des Anderson ou parlait de son enfance difficile. Elle décrivait de manière vivante comment son père exerçait la violence dès son plus jeune âge et sa mère exerçait une pression psychologique. Elle affirmait avoir quitté la maison familiale parce qu'elle ne pouvait pas y rester et avait commencé une vie indépendante. C'est ainsi qu'elle et Joseph se sont retrouvés dans la caravane. Malgré les relations difficiles, les voisins remarquaient régulièrement comment Judy rendait visite à sa fille chaque mois. La mère apportait toujours beaucoup de nourriture et essayait d'aider sa fille. Le comportement de la femme était aimable et calme, ce qui ne correspondait pas du tout aux histoires de Michel sur son enfance difficile. En réponse, la fille montrait souvent un manque de respect et élevait la voix, malgré les soins de sa mère. Une connaissance du couple décrivait leur maison mobile comme un endroit peu propice à une vie confortable. La caravane était dans un état déplorable, mobilier minimal, appareils non fonctionnels, fenêtres endommagées avec des réparations provisoires. Les résidents utilisaient un film sombre qui laissait à peine passer la lumière du jour. Michel expliquait que les fenêtres étaient intentionnellement couvertes de films pour cacher l'intérieur des regards étrangers. Quand on lui demandait les raisons, elle répondait que les voisins les observaient. Selon ses dires, on essayait d'endommager leur logement en leur absence. Elle s'est adressée aux forces de l'ordre, mais même les caméras de surveillance n'ont rien enregistré. Les résidents considéraient ces affirmations peu crédibles. Il n'y avait simplement rien à voler dans la caravane. On avait l'impression que Michel inventait ces histoires pour attirer l'attention. Sa relation avec Joseph semblait inhabituelle. Michel se voyait comme une mentor spirituelle. Selon ses dires, elle enseignait la vraie vie au jeune homme. Presque personne ne la prenait au sérieux. Évidemment, la jeune femme manquait de sagesse. Et la situation a commencé à se dégrader avec le temps. D'abord, Michel a perdu son travail. Puis Joseph a subi le même sort. Après quelques paiements manqués pour le terrain, ils ont dû chercher un nouveau lieu. En raison des difficultés financières, la seule option qui restait était de retourner à la ferme des parents d'Anderson. Le réveillon de Noël 2007 devait être quelque chose de spécial pour la famille Anderson. Judy, qui avait 61 ans, et son mari Wayne de 60 ans se préparaient pour la fête familiale. Toute la famille s'était réunie dans leur ferme, sauf leur fille aînée, Marie. Sur la propriété vivait leur fille Michel avec son élu Joseph dans une caravane. Les parents avaient accueilli le jeune couple. La journée commença comme d'habitude. Judy décorait l'arrière-cour et préparait des surprises festives pour ses proches, tandis que Wayne lisait le journal dans la maison. Vers 4 heures de l'après-midi, après une planification minutieuse, Michel et Joseph, armés, sortirent inopinément de leur caravane et entrèrent dans la maison. Peut-être que la raison de leurs actions était une récente dispute avec les parents. Joseph détourna l'attention de Judy pendant que Michel tentait de s'approcher d'elle. Wayne remarqua ce qui se passait
et tenta d'intervenir, mais ses actions restèrent vaines. À la fin, Wayne et Judy n'étaient tout cela. Le jeune couple emmena rapidement les parents dans la grange derrière la maison avant que leurs actions ne puissent être remarquées par les voisins dont les maisons étaient à une distance considérable. Ils passèrent l'heure suivante à effacer les traces de ce qui s'était passé. À 5 heures, Scott arriva à la maison avec sa femme Erika et les enfants Nathan et Olivia. Ils s'étonnèrent de l'absence des hôtes hospitaliers. Michel expliqua que les parents étaient partis acheter des provisions manquantes. Les invités, ne remarquant pas les voitures d'agarrées de Judy et Wayne, entrèrent dans le salon. Dès que Scott, âgé de 32 ans, s'assit sur le canapé, Michel employa la même méthode qu'auparavant. Son épouse Erika, âgée de 30 ans, reconnut le danger et parvint à mettre les enfants en sécurité. Elle s'enferma avec les enfants dans une pièce avec un téléphone fixe. À 17h13, Erika contacta le numéro d'urgence 911. En ce moment fatidique, lorsqu'Erika réussit à joindre les services d'urgence, Joseph fit irruption dans la pièce, après quoi la connexion fut coupée. Le téléphone s'écrasa contre le mur. L'appel d'Erika n'est pas passé inaperçu. Le répartiteur a pu recevoir le signal et a envoyé une patrouille pour vérifier. Peu après, une voiture de police apparut devant la maison des Anderson. Mais Michel, qui les rencontra à la porte, bloqua démonstrativement le chemin et verrouilla le portail. Elle répondit à toutes les questions à contre-cœur, assura que tout était en parfait ordre et refusa catégoriquement de laisser entrer les forces de l'ordre. N'ayant pas accès à la maison, les policiers durent repartir. Plus tard, lorsque le couple fut arrêté, Michel tenta d'expliquer ses actions par une rancune de longue date contre la famille. Selon ses dires, son frère Scott lui devait une grosse somme et refusait de la rembourser. Elle affirma lui avoir régulièrement prêté entre 3 et 5 000 $ sur plusieurs années. Au final, cela totalisait environ 40 000 $. Toutes les tentatives de résoudre l'affaire pacifiquement se heurtèrent à une ignorance totale de la part de Scott. Lorsque Michel se tourna vers ses parents pour obtenir du soutien, ils la repoussèrent également. Cela engendra en elle une profonde rancœur. De plus, elle rapporta des années d'oppression de la part de son père, et sa mère aurait récemment commencé à réclamer des frais de stationnement pour la caravane sur le terrain de la ferme familiale. Michel était indigné par l'exigence de payer pour vivre dans sa propre caravane sur la propriété de ses parents. Mais personne ne crut ses paroles. Tous les proches du couple savaient très bien que Joseph et Michel ne disposaient tout simplement pas de tels moyens pour prêter entre 3 et 5 000 $ aux frères qui avaient de bons revenus et n'avaient pas besoin de prêts. L'histoire de la dette de 40 000 $ semblait extrêmement invraisemblable. Personne ne croyait non plus que les parents, qui connaissant les difficultés financières du couple, exigeraient un loyer. La famille Anderson était connue pour son hospitalité. Ils accueillaient volontiers Michel et son élu, les aidaient avec de la nourriture et ne demandaient jamais d'argent pour cela. Pendant les interrogatoires, Michel, âgé de 29 ans, changeait constamment ses déclarations et essayait chaque fois de se présenter comme une victime. Elle a finalement avoué que la raison de ses actions était la jalousie envers son frère, son bien-être familial et ses succès professionnels. Elle avait également une attitude négative envers ses parents. Lorsque les enquêteurs ont interrogé sur les neveux qui ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé et n'étaient pas responsables de la paresse du couple, Michel a décrit ses actions comme un acte de bienveillance. Selon ses paroles, elle ne voulait pas que les enfants grandissent dans un monde où ils resteraient sans parents dès leur plus jeune âge. Elle a également mentionné qu'elle était dérangée par les pleurs des petits, qui ont été témoins de l'incident. Dans de nombreuses interviews, Michel racontait volontiers des histoires sur la façon dont elle était humiliée par ses parents. À chaque fois, ces récits devenaient
plus colorée. La confession du couple dans l'enregistrement vidéo a duré plus de 2 heures. Ils ont décrit en détail leurs actions et leurs séquences. Le 28 décembre 2007, Michelle Anderson et Joseph McEnroe ont été inculpés dans 6 cas avec circonstances aggravantes. Malgré l'aveu, le procès s'est prolongé. Après 10 mois, en octobre 2008, le procureur du district a décidé de demander la peine maximale pour les 2 accusés, qui étaient alors en vigueur dans l'État. Compte tenu des circonstances de l'affaire, il semblait que les jurés soutiendraient une telle décision pour les 2, mais le gouverneur de l'État de Washington s'y est opposé. À la recherche d'attention médiatique, Michelle a déclaré dans une interview qu'elle préférerait la peine maximale, considérant que la détention derrière les barreaux était une punition plus sévère. Cependant, son souhait n'a pas été pris en compte. Le tribunal a condamné les 2 à 6 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après le changement de gouverneur, la question de la peine maximale a été soulevée à nouveau. Le 5 septembre 2013, la Cour suprême de l'État de Washington a annulé la décision précédente. Un nouveau procès a commencé. Michelle a pris peur et s'est immédiatement distanciée de ses paroles précédentes concernant le désir de la peine maximale. En janvier 2015, Joseph McEnroe a comparu devant le tribunal. La défense a affirmé que leur client avait agi sous l'influence de Michelle. Selon leurs paroles, elle manipulait le jeune homme et le montait contre ses proches. Il a également invoqué une maladie mentale, en raison de laquelle il était facilement influençable par les autres. La tante de Joseph a confirmé l'enfance difficile de son neveu et a parlé de la relation problématique avec sa mère. Dans ses derniers mots, Joseph a noté qu'il avait essayé d'agir rapidement pour que personne ne ressente de douleur. Lui aussi a justifié ses actions envers les enfants comme une forme de bienveillance. En mars 2015, le procès contre Joseph s'est terminé. Le jury a rendu un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Lors de la séance finale, l'accusé a continué à démontrer son impuissance, modifiant même sa façon de parler et de se comporter. Le procureur a attiré l'attention du tribunal sur ses tentatives d'influencer la décision du jury. Comme le jury n'est pas parvenu à un consensus sur la peine maximale, Joseph a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour chaque épisode prouvé. En janvier 2016, 8 ans après l'incident, le procès de Michelle Anderson a eu lieu. Le procureur a décidé de ne pas requérir la peine maximale. Cette décision était conditionnée par le jugement de Joseph. La législation de l'État exigeait une approche uniforme pour les participants ayant le même degré de responsabilité. Michelle et Joseph étaient considérés comme complices. Il était donc jugé illégal de chercher une peine plus sévère pour elles. En entendant cela, Michelle a éclaté en sanglots et a exprimé un profond regret pour ce qui s'était passé, parlant de l'impossibilité de changer quoi que ce soit. Cependant, le procureur a souligné que sa performance émotionnelle n'était qu'une tentative d'atténuer la peine. L'accusation a souligné que dans ses déclarations, elle a mentionné des motifs financiers plus de 35 fois. La principale motivation des actions de Michelle semblait être le désir de s'approprier la maison des parents et de recevoir l'héritage. Selon le procureur, son remords n'était pas sincère, compte tenu des nombreux changements dans ses témoignages et des fausses accusations contre la famille. Les enquêtes et les interrogatoires des témoins n'ont pas confirmé ces allégations de mauvais traitement durant l'enfance. Michelle a tenté de nuire à la réputation de ses proches pour se présenter sous un meilleur jour. Elle a également présenté une nouvelle version de ses actions, affirmant qu'elle ressentait une aversion particulière pour Erika parce qu'elle lui aurait prétendument pris son frère. Cependant, les faits parlèrent d'une relation tendue entre elles depuis le début.
ce qui réfutait également ces déclarations de l'accusé. L'histoire de Michel a pris un tournant inattendu lors du procès. Le motif de son acte s'est révélé être un simple sentiment de jalousie. Pendant 5 semaines, le jury a entendu les témoignages de 38 témoins de l'accusation. Le procès ressemblait à bien des égards aux audiences précédentes dans l'affaire de son ami, qui avait déjà reçu sa sentence. Parmi les témoins importants figurait Mary, la sœur aînée de Michel. Elle aurait dû être présente à la réunion de famille chez Judy et Wayne. Mais le destin en a décidé autrement. Elle est tombée malade avant Noël. Lors du procès, Mary a parlé en larmes de sa gratitude envers le hasard pour son absence ce soir-là. Plus tard, il s'est avéré que Michel avait préparé son plan contre les membres de sa famille pendant environ 2 semaines. Les actions de l'accusé se sont révélées extrêmement irréfléchies. Ils n'ont pas pu cacher les preuves et les traces de leurs actes. L'histoire d'un mariage soudain à Las Vegas, inventé comme alibi, s'est effondrée dès la première vérification. Malgré son apparente repentance, la vraie nature de Michel s'est révélée lorsqu'il est devenu clair que la sentence resterait inchangée. Il n'était pas question de libération anticipée. Elle a fait un scandale dans la salle d'audience, a crié sur le juge et a menacé de poursuites pour incompétence présumée des avocats. Michel a même rédigé une demande officielle de libération pour chercher un défenseur privé. Après le rejet, elle a accusé le tribunal de violer ses droits constitutionnels et s'est montrée particulièrement agressive envers le juge. Actuellement, les 2 personnes impliquées dans l'affaire se trouvent dans des établissements pénitentiaires d'État. Le procès s'est révélé non seulement long et émotionnellement éprouvant, mais aussi coûteux financièrement. En raison de nombreux appels et de la résistance active de la défense, la bataille pour la révision de l'affaire s'est prolongée pendant des années, sans compter les dépenses pour le travail du bureau du shérif et du laboratoire criminalistique de l'État. Le procureur a dépensé environ 2 millions de dollars pour les 2 accusés. La défense de Joseph a coûté environ 5 millions et l'affaire Michel a coûté encore plus. Les habitants de l'État, dont les impôts ont été versés dans le travail du système judiciaire, peuvent être rassurés. Ces personnes ne seront plus jamais parmi les citoyens respectueux de la loi.